Celui-là, c'est un vrai crâne. Il appartenait à un moine qui vivait dans un couvent en Belgique. L'artiste Chris Matten, que je connais très bien, il a récupéré ce crâne et y a ajouté 2 dents en or devant. Et ça devient de l'art. Thomas Solbricht est un médecin allemand, mais surtout un grand collectionneur d'art. Depuis une quinzaine d'années, il rassemble des objets rares, étranges ou inquiétants, souvent morbides, des objets qu'il expose aujourd'hui à la Maison Rouge à la façon d'un cabinet de curiosités. Le nom cabinet de curiosité, la solution est dans le nom. C'est la curiosité, quelque chose que l'on recherche, quelque chose dont on s'approche, des choses de petite taille et on se dit « Waouh, il y a un homme qui a fait ça il y a 5 siècles ». Et pour moi, c'est une pièce maîtresse, parce qu'elle montre très précisément l'anatomie du corps humain. Et ça, il y a 5 siècles, ça en fait un chef-d'œuvre pour moi. Elle me donne de l'énergie, même si c'est un homme mort. Les cabinets de curiosités sont en fait les ancêtres des musées. Ils apparaissent à la Renaissance où ils sont alors destinés à un public averti qui remet en cause le dogme catholique et sa théorie de l'origine des espèces. Le point de convergence de ces cabinets, c'est de rassembler des objets certes hétéroclites, mais qui évoquent tous l'au-delà, l'histoire des sciences et bien sûr la mort. Emmanuel Pierrat est un collectionneur chevronné. Il a transformé son appartement en cabinet de curiosités où l'art tribal côtoie le macabre et le vaudou. Le cabinet de curiosité répond à 2 règles. La première, c'est d'avoir des objets d'origine et très diverses et de faire des contrastes, de jouer sur ces contrastes. Un objet très simple et très banal va prendre d'un seul coup une lumière et une beauté parce qu'il est à côté d'un objet qui n'a rien à voir. Donc, deuxièmement, du naturalia, c'est-à-dire des végétaux séchés, des pierres, du mineralia. Vous rajoutez donc un petit peu de mystère des sciences et de rappel à la mort, vous avez la composante de base du cabinet de curiosité. Les cabinets de curiosité disparaissent avec la Révolution française. Ils sont remplacés par les musées et les laboratoires publics. Ce sont les surréalistes qui les feront renaître au XXe siècle. André Breton avait transformé son atelier en grand espace dédié à la rêverie et à l'étrange. Ça, c'est un moule à hostie d'André Breton. Donc, le principe, c'est le principe d'un moule à hostie, c'est-à-dire on y met une plaque de pain, on met ça, hop, on ferme, il est contre-révolutionnaire, 1793, des fleurs de lys, et on met tout au four. Dans l'arrière-salle du bar du Comptoir Général à Paris, l'artiste Maïssa Toulès s'est inspirée de l'esthétique des cabinets de curiosité pour créer un cabinet de sorcellerie magique. J'avais cette tête de biche, je me demandais comment faire pour la rendre un petit peu plus inquiétante et magique. Je lui ai planté tout un tas de gros clous et j'ai mis au bout de ces clous des bigorneaux. Je pense que si aujourd'hui les cabinets de curiosité fascinent tant les gens, c'est parce que on vit dans une société qui est relativement aseptisée. On nous dit partout qu'il faut être heureux, dans tous les magazines. Et donc, qu'est-ce qu'on fait de nos angoisses? Dans les cabinets de curiosité, enfin, ils ont la possibilité d'admirer des choses bien sordides, bien inquiétantes, des animaux morts, qui sont tout à l'inverse de l'écologie. Ça leur fait plaisir d'une certaine manière, parce qu'ils se sentent soulagés. Et ils arrivent à enfin trouver un espace où on parle de l'inquiétant, de l'étrange, de l'humain, quoi.